Des effets dominos se produisent depuis la crise FTX Alameda. Il y a tellement de problèmes auxquels nous sommes confrontés maintenant, et forcément nous sommes curieux de savoir comment cela peut être pire que maintenant. Cette semaine, je pense que nous allons voir un autre acteur vraiment important dans cet espace de crypto-monnaie tomber sous l'eau. Yesterday's price is not today's price. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs problèmes auxquels nous sommes confrontés sur le marché des crypto-monnaies. Genesis Trading est l'une des plus grandes plateformes utilisées par les investisseurs institutionnels pour s'exposer aux crypto-monnaies. Pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'un rafraîchissement rapide, les investisseurs institutionnels sont ceux qui gèrent et négocient des fonds pour d'autres personnes. Et donc Genesis Trading gère des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars pour leurs prêts, leurs échanges et leurs services de garde. Ils ont récemment arrêté les retraits il y a quelques jours en disant qu'ils allaient avoir un plan pour s'en sortir. Leur plan était de demander un prêt d'1 milliard de dollars. Et ils ont présenté cette opportunité à beaucoup d'investisseurs en crypto-monnaie comme Galaxy Digital avec Max Novogratz et personne ne l'a saisi. Personne n'est intéressé parce qu'ils luttent eux-mêmes pour survivre, et donc ils n'ont pas 1 milliard de dollars à dépenser. Et donc ça touche forcément également Grayscale. Vous savez, ils ont un produit de GBTC qui s'échange actuellement avec une réduction de 40% par rapport au prix du Bitcoin. C'est totalement en solde, mais peut-être pour une raison, et c'est une nouvelle tendance des échanges centralisés à montrer des preuves de réserve pour essayer de fournir plus de transparence. Beaucoup d'entre eux montrent combien ils ont réellement dans leur cold storage en fournissant simplement l'adresse du portefeuille. Grayscale refuse de le faire et ils disent que la raison, c'est qu'ils sacrifieraient la sécurité et mettraient les fonds des utilisateurs en danger. Alors voici ce que je pense qu'il se passe réellement, c'est l'une des deux mauvaises options. La première raison, la vraie raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de réserve et que c'est très différent de ce qu'ils déclarent publiquement. Soit ils ont raison et exposent les adresses de leur portefeuille, leur sécurité est si fragile que l'exposition de ces adresses mettrait en danger les utilisateurs, ou alors ils n'ont pas ce qu'ils disent avoir, et donc soit ils n'ont pas ce qu'ils disent avoir, soit ils ont de très mauvaises pratiques de sécurité malheureusement. J'espère que je me trompe, mais vu la façon dont ça se passe, et vu les catastrophes qu'on retrouve sur pas mal de plateformes centralisées, l'espace crypto est très dangereux actuellement. Alors nous ne passons pas un jour sans parler de nouvelles qui sortent de FTX et de l'effet domino malheureusement. Alors il y a un certain nombre d'entreprises qui avaient des fonds sur la plateforme FTX ou qui avaient investi, et cette chute de FTX les a amenés à se déclarer en faillite. Avez-vous une idée du nombre de sociétés concernées? J'ai vu des chiffres allant de 120 à 134 entreprises qui déclarent faillite à cause de leur exposition à FTX. Mais on retrouve également quelques individus qui cherchent à capitaliser sur la chute de FTX, le premier étant bien sûr le hacker. À cause de lui, le scénario de cauchemar des crypto-monnaies se déroule en temps réel. Et donc laissez-moi le parcourir avec vous rapidement. Le 12 novembre, plus de 600 millions de dollars ont été siphonnés des portefeuilles de crypto-monnaies de FTX. Peu de temps après, FTX a déclaré dans son canal Telegram officiel qu'il avait été compromis, demandant aux utilisateurs de ne pas installer de nouvelles mises à jour et de supprimer toutes les applications FTX. Reuters a rapporté que le hack était en fait contrôlé par la SEC des Bahamas pour être mis en sécurité. Et le hacker semble vouloir se débarrasser de l'Ethereum. Et donc les régulateurs bahamiens se débarrassent-ils des Ethereum, ou y a-t-il une confusion sur l'identité du pirate? Si ce n'est pas le gouvernement, le hacker est en train de vendre activement de l'Ethereum. Il a déversé environ 15 millions de dollars d'Ethereum au cours des 30 dernières minutes et vient de préparer un nouveau lot de 12 millions de dollars. Il a toujours 270 millions d'Ethereum dans son portefeuille principal. Il vend des Ethereum pour des WBTC via des agrégateurs comme OneInch, et vous pouvez voir l'impact du hacker de FTX qui vide les Ethereum en temps réel. Malheureusement, il s'agit d'une quantité massive d'Ethereum et il ne fait que commencer. Il reste 200 000 Ethereum dans le portefeuille principal. Il vend ensuite ses WBTC à des RenBTC. Et comme certains l'ont fait remarquer, la liquidité de la RenBTC est limitée. Toutefois, on retrouve des gens qui apportent de la liquidité, ce qui permet aux pirates de vendre plus d'Ethereum. Car en effet, la liquidité de RenBTC n'est pas assez importante pour que le hacker FTX puisse vendre tous ses Ethereum. Et donc le hacker FTX couvre des millions d'Ethers en jetant RenBitcoin lié à Alameda. Celui qui est à l'origine de l'exploit de 600 millions de dollars de la bourse de crypto-monnaie FTX a commencé à échanger des millions de dollars d'Ether contre des RenBTC. Un jeton qui représente le Bitcoin, mais sur d'autres blockchains. Alors les fonds volés à FTX ont été régulièrement convertis en Ether au cours de la semaine dernière, faisant de l'exploiteur l'un des plus grands détenteurs du jeton. L'utilisation du RenBTC peut surprendre certains dans l'espace cryptographique. En 2021, Alameda Research, la branche commerciale appartenant à Sam Bankman-Fried, au centre d'un scandale de plusieurs milliards de dollars, a déclaré que l'équipe de développement de Ren rejoignait Alameda et travailler à étendre l'utilisation de Ren à plusieurs blockchains. C'est probablement la raison pour laquelle le prix de l'Ethereum est en train de s'effondrer par rapport à la plupart des autres altcoins ou crypto-monnaies en ce moment. Alors l'autre acteur qui essaye de tirer profit de ce qui se passe avec FTX, c'est le projet Ripple. Brad Garlinghouse est certainement intéressé à vouloir acheter soit les actifs si FTX a des actifs, ou simplement d'autres parties de l'entreprise qui ont à voir avec les utilisateurs.
et sont intéressés à faire cet achat, et donc c'est Brad qui essaye de montrer une façade de confiance, une preuve de succès dans ce marché baissier. On a vu Sam Bankman-Fried faire ça il y a 4 mois, nous avons vu Binance essayer d'intervenir et dire qu'ils allaient acheter FTX, et ils se sont retirés de l'affaire. Alors qu'est-ce que Brad Garlinghouse voit dans FTX qui est rentable pour lui d'investir? Personnellement, je ne sais pas, mais c'est vraiment intéressant de le voir surgir dans cette situation, surtout en ce qui concerne leur procès actuel avec la SEC qui se termine bientôt. Et donc sur des annonces comme ça venant de Ripple, il faut être un petit peu sceptique. Je sais que la communauté XRP ne va pas aimer ces remarques sur ce sujet, mais en toute honnêteté, comment croire les paroles de quelqu'un à ce stade? Il faut voir les actions qu'ils vont entreprendre et si elles finissent par se produire. Et donc en ce moment, il y a beaucoup de choses qui brûlent, et une grande partie des choses qui brûlent, ce sont les plateformes de dépôt centralisées, toutes ces choses qui ont été conçues pour que vous ayez confiance en la crypto-monnaie. Malheureusement, ces choses-là sont en train de disparaître. Et donc voilà pour les news rapides sur l'actualité, toujours connecté un petit peu avec la situation autour de FTX. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace.